Bonjour, bienvenue à toutes et à tous à notre interview d'aujourd'hui qui s'inscrit dans le cadre de notre série CESI Talks et j'ai le plaisir d'accueillir Mounir Satouri qui est membre du Parlement européen, membre du groupe des Verts Alliance Libre européenne et particulièrement important pour nous, bien sûr aussi membre de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales, entre autres. Monsieur Satouri, soyez le bienvenu. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Satouri, on parle tous de nos jours vers une transition verte, respectueuse des citoyens et des travailleurs. Vous aviez aussi, dans le cadre du débat de mercredi 15 mars, souligné que quand on parle emploi, nous les Verts construisons les conditions de la transition écologique juste et de la formation pour ces emplois durables. Comment comptez-vous l'assurer? Écoutez, moi je parle de transition juste et durable parce que l'enjeu c'est bien celui-là. Malheureusement, il y a ici au Parlement européen encore quelques groupes qui, quand ils présentent la transition écologique de l'économie, la présentent sous l'angle de la destruction d'emplois possibles ou du renoncement sur les droits sociaux. Cette approche est complètement à contretemps. Pourquoi elle est à contretemps? Parce que ce modèle de libre-échange libéral qui nous a été vendu par cette promesse européenne a produit un échec à la fois sur l'épuisement des ressources naturelles, l'aggravation du réchauffement climatique, la mise en danger de la biodiversité, mais a aussi raté ses promesses sur le plein emploi pour toutes et tous, sur des conditions de travail dignes pour nos concitoyens, sur l'égalité salariale femmes-hommes et sur le partage des richesses. Et le défi de la transition écologique, c'est de résoudre cette double problématique. Nous pensons qu'il est possible d'avoir un modèle économique tourné vers les énergies renouvelables, tourné vers la prise en compte de la finitude de la planète, tourné vers un autre modèle énergétique et qui propose des emplois dignes, des salaires corrects, des conditions de travail sans pénibilité, une plus grande distribution des richesses et un emploi de qualité pour toutes et tous. Et nous devons réaliser cette double enjeu. Le Green Deal n'a de sens pour l'élu écologiste que je suis, membre de la commission emploi, que si il apporte des solutions d'emploi concrètes, s'il est accompagné par un grand plan de formation et de réadaptation des compétences des travailleurs et des travailleuses pour qu'ils puissent s'adapter à ces nouveaux emplois. Mais je ne veux pas seulement de l'emploi pour celles et ceux qui aujourd'hui sont dans le marché du travail, je veux de l'emploi et de la formation pour celles et ceux qui ont été exclus ces dernières années. Vous savez, moi je vis en France, en région parisienne, dans ce qu'on appelle la vallée de la Seine. Depuis maintenant 30 ans, l'industrie de l'automobile française a perdu les emplois. Mon papa, quand il a migré vers la France, il travaillait dans une usine Peugeot où il y avait 40 000 salariés. Il y en a moins de 4 000 aujourd'hui. Donc, le modèle productiviste a détruit les emplois. Et je souhaite, moi, que la transition écologique puisse en créer pour celles et ceux qui ont encore la chance d'avoir un emploi, mais aussi pour tous les autres qui ont perdu leur emploi. Et comme je suis quasiment convaincu que le plein emploi n'est pas possible et que tout le monde ne retrouvera pas un boulot, je veux une meilleure répartition des richesses et je me bats ici au Parlement pour un revenu universel qui puisse permettre, quand on n'est pas sur le marché du travail, de vivre au-dessus du seuil de pauvreté et vivre dans la décence. Et donc, vous voyez qu'il y a énormément de défis pour la transition écologique. C'est évidemment de l'adaptation à la crise écologique et à la raréfaction des ressources, mais aussi à tous les renoncements et toutes les destructions d'emplois que le système productiviste libéral a créé. M. Satouri, vous parliez juste d'un revenu minimum. Le Conseil, des États membres représentés dans le Conseil ont adopté cette fameuse recommandation, je crois, 30 janvier. Est-ce qu'elle vous suffit parce qu'on a eu plusieurs discussions avec plusieurs députés aussi qui espéraient quand même un instrument légal un peu plus contraignant? Quand il s'agit de progrès social nécessaire à la transition juste, je ne crois pas un instant à la législation molle. Oui, vous avez raison de le rappeler, et il faut le dire,
il y a une recommandation qui existe depuis les années 90. Je crois que c'est 95 ou 96. Vous avez remarqué comme moi que tous les pays européens ne se sont pas dotés de ce revenu minimum, encore moins ce revenu minimum universel ouvert à toutes et tous, y compris en France, que certains observateurs proposent parfois à tort comme un modèle social intéressant. Le RSA français n'est pas ouvert aux jeunes de moins de 26 ans. Et il n'y a qu'un pays qui propose un revenu universel au seuil de pauvreté pour toutes et tous. Et donc, on voit que les législations molles ne règlent pas le problème. Très récemment, au Parlement européen, à l'occasion d'un rapport d'initiative porté par les écologistes, nous avons adopté un texte qui appelle à un revenu minimum digne au niveau du seuil de pauvreté pour toutes et tous. Et surtout, nous avons fait voter un passage qui appelle à une directive pour ce revenu minimum. Et je vous le paye dans le mille, et ça a déjà été le cas du commissaire Schmitt au moment des débats qui ont précédé ce vote. On va nous raconter la même histoire pour l'avènement de la directive revenu minimum que celle qu'on nous avait racontée il y a quelque temps au venu du salaire minimum. Vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an et demi, quand on a commencé à parler du salaire minimum, on nous a dit mais on ne peut pas faire de directive, les traités ne nous le permettent pas, on ne va jamais y arriver. Et vous savez quoi, on a eu raison de tenir bon, on a eu raison de résister, on a eu raison de nous battre, puisque aujourd'hui, la directive salaire minimum existe. C'est une bonne nouvelle pour la pauvreté au travail. Maintenant, on va aller s'occuper de la pauvreté pour celles et ceux qui ne travaillent pas à travers cette directive sur le revenu minimum. Et on aura l'occasion, dès la semaine prochaine, d'échanger avec le commissaire Schmitt pour voir comment est-ce que la Commission peut nous faire une proposition qui est à la hauteur du rapport voté par les parlementaires. Mais il y a ces deux sujets des ressources, revenus et salaires, mais il y a aussi tous ceux depuis le début de ce mandat, nous faisons. Je dois dire que l'actualité avec la crise de la Covid, le confinement, la guerre de la Russie sur l'Ukraine, crée un contexte favorable à cela. On a fait des gros pas en avance. Cette Europe qui a été souvent, moi qui suis un Européen convaincu, présentée comme l'outil de la régulation et la concurrence des uns envers les autres, cette législation 2019-2004 aura produit des textes fondamentaux, des textes importants. D'abord, alors qu'au début des discussions, les libéraux nous vendaient l'avènement du tiers-statut, nous avons un texte avec un compromis positif au Parlement pour une directive sur les travailleurs des plateformes. C'est 28 millions de travailleurs au sein de l'Union européenne qui aujourd'hui travaillent sans garantie, sans sécurité, qui se font exploiter et sans les droits sociaux qui les accompagnent. C'est toute notre économie qui pourrait être hackée par ces plateformes et c'est le renoncement sur les droits sociaux. Et donc, je vais voir dans les prochains jours ce que les États membres, ces bons vieux États-nations, que certains nous vendent comme la solution face à cette Europe qui ne fait pas assez sur la question sociale. Je le dis ici en étant sûr de ce que je raconte. Si demain, les plateformes ne sont pas mises au pas, ce ne sera pas à cause de l'Europe, ce ne sera pas à cause des parlementaires européens, ce sera à cause des États-nations, ça sera à cause des égoïsmes nationaux. Nous avons aussi fait avancer la question de l'égalité femmes-hommes à travers une directive. Alors, je ne vous le cache pas, on n'est jamais satisfait à 100%. Et le groupe auquel j'appartiens ne sait pas fabriquer une législation à lui tout seul. Il y a la logique du compromis entre les groupes qui se fait. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient la transparence salariale femmes-hommes à partir de 10 salariés. Le compromis qu'on a trouvé avec les autres groupes, c'est à partir de 100. À partir de 50. Et le compromis final, c'est à partir de 100. Alors, ce n'est pas assez, mais c'est tout de même un pas de géant pour l'avènement de la véritable égalité salariale femmes-hommes. Donc, vous voyez que ce soit sur les plateformes, l'égalité femmes-hommes, le revenu minimum, le salaire minimum, l'Europe avance malgré le cadre et le carcan qu'on représente les traités actuels. Donc, on peut faire avancer la question sociale, on peut faire avancer la transition juste et on peut faire avancer l'Europe sur ces sujets. Nous aussi, de notre côté, bien sûr, on a réclamé la directive sur le salaire minimum de 1 et puis aussi la proposition de la Commission, voire même la position du Parlement qui est même plus loin que celle de la Commission pour ce qui est du travail de plateforme. Et est-ce que c'est souvent le cas. Le Parlement va souvent plus loin grâce au travail que les écologistes et les progressistes font dans cette maison. On va plus loin dans les avancées sociales que la Commission, mais c'est notre rôle. On est élu pour ça.
Et pensez-vous qu'il y aura donc un accord dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Quel sera peut-être un compromis qui serait vivable pour les deux institutions, mais pour vous personnellement aussi? Ah, il n'y a pas d'autre issue que de reconnaître la présomption de salariat. Du point de vue du Parlement, cette législation n'aura aucun sens s'il n'y a pas l'inversion de la charge de la preuve et la présomption de salariat. Si on veut protéger et nos travailleurs, je vous ai parlé de 28 millions de travailleurs et travailleuses, et si on veut protéger notre économie réelle, concrète des territoires, il faut que dans le compromis final avec le Conseil, il faut que la présomption de salariat soit reconnue, inscrite noir sur blanc. Et on est à la croisée des chemins. Soit les États membres veulent le progrès social, écoutent les conditions détestables dans lesquelles travaillent ces 28 millions de personnes, accompagnent l'effort et le compromis trouvé au Parlement, soit c'est eux qui seront accusés, de désavantages sociaux pour les populations. On a fait notre boulot au Parlement, ça n'a pas été simple. Je vous assure que quand on connaît les positions de départ, lorsque le tout premier rapport d'initiative de Mme Brunel est arrivé avec cette idée d'innovation du tiers statut, qui serait ni le salariat, ni le travail indépendant, mais un truc à la macroniste, en même temps, eh ben, on a beaucoup évolué depuis et un compromis positif a été possible. Maintenant, c'est aux États membres et au Conseil de prendre ses responsabilités devant les parlementaires, bien sûr, parce qu'on va négocier délégation du Parlement face à délégation du Conseil, mais surtout devant les populations, les hommes et les femmes, les travailleurs et les travailleuses européens. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles de la part du Parlement européen. Nous, de notre côté, on avait aussi opté en faveur d'une présomption légale généralisée pour ensuite discuter des critères qui pourraient éventuellement mener à une exception. Mais on avait toujours exprimé notre crainte que s'il y a trop de critères liés à cette présomption, qu'en fin de compte, ce serait contredire le sens, l'esprit de cette directive proposée. Monsieur Satori, une dernière question concernant, parce que je vois que vous étiez aussi rapporteur fictif concernant les recommandations de la Commission pour une révision de la directive sur les comités d'entreprise européens. Et nous pensons que la Commission, vous serez certainement mieux positionné encore pour le savoir, va proposer probablement un texte législatif pour une révision justement de cette directive sur les comités d'entreprise européens. Où voyez-vous les failles actuelles et où est-ce qu'on pourrait améliorer cette directive c'était quelle année? Je ne la trouve pas, des années 90, je pense, ou 2000, si je me trompe. C'est un texte fondamental. Moi, j'ai découvert plein de choses sur les démocraties paritaires et le dialogue social en Europe. On a une belle diversité de modèles sociaux au sein de l'Union. Et c'est un texte fondamental. Et le sens même de cette résolution du Parlement, c'était d'appeler à une proposition forte, ambitieuse de la part de la Commission. Si je peux résumer les enjeux, d'abord, on a aujourd'hui une législation en tiroir, parce que les révisions, il y en a eu plusieurs, et on manque de clarté entre les États, les pays où il y avait des comités d'entreprise avant la première révision, depuis la troisième révision, après la quatrième révision. On est dans une législation qui n'est pas claire. Nous, on est pour la simplicité. Vous savez, sur des questions aussi importantes que celles du dialogue social et les comités d'entreprise, il faut de la simplicité. Donc, j'espère, moi, que la proposition de la Commission va amener quelque chose de simple, un même cadre pour toutes les entreprises européennes au sein de l'Union européenne qui relèvent de ce cadre-là. Deuxièmement, il faut que, si on veut que ce dialogue social ait un sens, il faut que les représentants des salariés, il faut que les syndicats, quand c'est nécessaire, puissent ester en justice et que les frais de justice soient pris en charge par l'entreprise. Ce n'est pas un individu qui peut être amené à ester en justice pour faire appliquer le droit européen. C'est une entité. Les comités d'entreprise sont une entité et quand l'entreprise se défend, ce n'est pas le chef d'entreprise qui paye de sa poche le recours à la justice et les avocats. Quand c'est les comités d'entreprise qui se défendent, ça ne peut pas être les salariés qui siègent dans les comités d'entreprise. Donc, il faut que le recours à la justice soit facilité, notamment par cette prise en charge. Et puis, vous le savez, les écologistes sont très
attachés à l'égalité femmes-hommes. Mais nous avons demandé à l'occasion de cette résolution pour que dans la représentativité des comités d'entreprise européens, la question du genre, la place des femmes soit plus importante parce que c'est aussi un enjeu d'égalité femmes-hommes, l'engagement dans les comités d'entreprise européens. Et donc, j'espère que ce travail formidable de dialogue, d'abord entre nous, entre les groupes, parce qu'encore une fois, on est parti à partir de points différents et on a su construire un compromis. On a aussi beaucoup dialogué avec les syndicats à l'échelle européenne pour nourrir ce texte, pour le préciser, pour faire en sorte qu'il réponde vraiment aux enjeux et aux défis qui sont ceux de ces comités d'entreprise. J'espère que tout ça va inspirer positivement la Commission et qu'on aura une proposition de texte à la hauteur. Mais je vous fais une confidence. Si le texte n'est pas complètement à la hauteur, on saura l'amender et proposer des modifications qui aillent dans le bon sens. Et on le fera, en tout cas pour les écologistes, dans un esprit participatif en lien avec les syndicats européens. M. Sartori, vous avez dit une chose extrêmement importante. Je pense aussi, quand vous parlez de la simplicité des textes législatifs, pour nous, c'est toujours aussi un élément, si on veut une application sur le terrain, sur le champ, en fin de compte, il faudra toujours des textes d'une simplicité pour son application. Monsieur Sartori, vous avez beaucoup de projets, on vous souhaite beaucoup de succès, et puis comment est-ce qu'on dit en français, je me réjouis de travailler avec vous dans le futur, et une meilleure salutation au Parlement européen. C'est gentil, et je vais vous dire, parce qu'on a besoin de choses profondes pour être motivé. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai vu le score énorme que l'extrême droite anti-européenne faisait dans tous les États membres. Et je l'avais dit à mes collègues et à mes équipes, ce mandat 2019-2024, il sera le mandat du social ou il ne sera pas. Défendre l'Europe sociale, c'est aussi défendre l'Europe tout court. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour qu'une page sociale importante s'écrive, pour que cette Europe ne soit plus regardée par nos concitoyens comme l'Europe de la dérégulation et de la concurrence et du nivellement vers le bas, c'est ce projet politique européen et de paix qu'on va voir disparaître sous nos yeux à cause de la montée des extrêmes droites et des populismes. Et donc, ce combat qu'on mène sur la question sociale est aussi un combat pour l'Europe. M. Sartori, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous.